Nous allons plonger dans l'histoire d'un homme, qui a développé des sentiments amoureux malsains envers sa propre fille et a fini par la séquestrer au sous-sol de la maison familiale, sans que personne n'en sache rien, et cela pendant 24 ans. Ensemble, ils ont eu 7 enfants. Dans cette vidéo, nous allons explorer les détails de cette affaire effroyable et ses conséquences dévastatrices. Attachez vos ceintures, car c'est un récit qui va vous tenir en haleine. Joseph Fritzl, un ingénieur électricien à la retraite, possédait plusieurs appartements d'une valeur de 2 millions d'euros, ainsi qu'une société spécialisée dans la vente de sous-vêtements féminins. À l'âge de 21 ans, il s'est marié avec Rosemary, alors âgée de seulement 17 ans. Ensemble, ils ont eu 7 enfants, comprenant 2 garçons et 5 filles. La famille résidait dans la paisible petite ville d'Amstetten, située à 130 km de Vienne, la capitale autrichienne. Initialement, Joseph était perçu comme un Autrichien ordinaire, un père respectable qui veillait à l'éducation de ses enfants et les emmenait à l'église chaque dimanche. Cependant, derrière cette façade de famille apparemment parfaite, se cachait une toute autre réalité. Joseph était décrit comme un véritable tyran à la maison. Il exerçait un contrôle strict sur sa femme et ses enfants, instaurant un climat de peur et d'oppression. Les enfants évoluaient dans un environnement où les punitions étaient fréquentes et sévères. Joseph ne tolérait aucun comportement inadéquat, que ce soit de la part de ses enfants ou de sa femme Rosemary. Personne n'osait défier son autorité, et ses paroles étaient suivies à la lettre. Rosemary était dépeinte comme une femme très soumise, aimant son mari et acceptant ses agissements. Le 6 avril 1966 naît Elisabeth Fritzl, l'une des filles de Joseph et de Rosemary. Un an après la naissance d'Elisabeth, le couple va mal. Rosemary est terrifiée par Joseph et n'ose pas le repousser. Elle essaie de satisfaire son mari qui a de plus en plus d'appétit sexuel. Étant donné que sa femme seule n'arrive plus à le satisfaire et que ses pulsions deviennent de plus en plus fortes, Joseph essaie de se satisfaire autrement en fréquentant des chambres de passe. En 1967, Joseph est condamné à 18 mois de prison pour avoir violé une jeune mariée de 24 ans qui se trouvait seule chez elle. En l'absence de son mari, Joseph serait rentré chez elle et aurait menacé la jeune femme d'un couteau, la soumettant à des abus. Malgré ces terribles épreuves, Rosemary, qui aurait pu demander le divorce et fuir avec ses enfants, a fait le choix de ne pas quitter Joseph et est restée à l'attendre jusqu'à sa sortie de prison. À sa sortie de prison à la fin de l'année 1969, Joseph retrouve sa petite famille qui l'attendait. La famille se reconstruit, mais il devient évident que la prison n'a pas changé Joseph. Il reste aussi exigeant et strict avec sa famille qu'auparavant. Ses enfants sont contraints de l'appeler monsieur et il impose des couvre-feux stricts, interdisant à quiconque de sortir, même le week-end. Les enfants n'ont aucun moment de liberté, sauf lorsque Joseph est en déplacement ou lorsqu'il part en week-end visiter des bordels pour assouvir ses pulsions sexuelles. De manière étrange, parmi tous les enfants de Joseph, Elisabeth était sa préférée. Au fur et à mesure qu'il la voyait grandir et devenir une jeune femme très attirante, Joseph a commencé à éprouver des sentiments amoureux malsains à son égard, et c'est à l'âge de 11 ans qu'il abuse d'elle pour la première fois. Pour Elisabeth, ce n'était que le début d'un calvaire qui allait se prolonger pendant de longues années. Joseph continuait d'abuser d'elle de manière répétée, tout en la menaçant. Il lui disait que si elle parlait, il tuerait tout le monde ou l'éloignerait de sa mère et de ses frères et sœurs. Cette situation traumatisante s'est perpétuée pendant des années. La jeune fille autrefois joyeuse et souriante, connue de tous à l'école, commençait à se transformer en une jeune fille de plus en plus triste et renfermée. Ses amis racontent qu'elle parlait de moins en moins. Lorsque des sujets relatifs aux garçons étaient abordés, elle restait silencieuse ou cherchait toujours une excuse pour quitter la discussion, selon les témoignages de ses amis. Il est dit par certaines personnes que la femme de Joseph, Rosemary, était au courant des abus commis par son mari envers leur fille. On raconte qu'elle aurait même pris des vacances en Italie avec tous ses enfants, à l'exception d'Elisabeth, laissant ainsi celle-ci seule avec Joseph, probablement à la demande de ce dernier. Cependant, personnellement, je suis d'avis que si cela était le cas, elle aurait immédiatement soupçonné son mari lorsqu'Elisabeth a disparu. Mais vous comprendrez cette situation plus en détail dans la suite de cette vidéo. En 1978, Joseph Fritzl obtient légalement un permis de construire pour un abri anti-atomique, ce qui était courant à l'époque de la guerre froide. Les personnes construisaient ce type d'abri pour se protéger en cas de déclenchement d'une guerre.
Ce qui est particulièrement troublant dans cette affaire, c'est que personne dans la famille de Joseph n'était au courant de la construction du sous-sol. Selon la version officielle, ni son épouse Rosemary, ni ses 7 enfants, ni même les voisins des Fritz n'ont remarqué les 200 kilos de terre qu'il a extraits, les meubles qu'il a fait livrer, les réfrigérateurs, les machines à laver, les plaques de cuisson, et même la porte blindée installée par des professionnels à l'entrée du sous-sol. À la fin des travaux, des agents sont venus vérifier et approuver le nouveau bunker de Joseph, en l'enregistrant sur le plan de la ville. C'est véritablement troublant de constater que personne n'a détecté ces activités. Je vous laisse imaginer ce qui va suivre, car vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer les notifications. Restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez mieux pourquoi Joseph a fait construire cet abri. Pour échapper à l'emprise de son père et à l'ambiance oppressante qui règne à la maison, Elizabeth tente de se rapprocher d'un garçon de son lycée. Cependant, cela déplaît fortement à Joseph, qui commence à lui imposer davantage de restrictions. Il lui interdit de parler au garçon, lui impose de rentrer directement à la maison après les cours, et lui interdit de se maquiller ou de porter des vêtements qu'il juge provocateurs, car cela la rendrait plus attirante aux yeux des garçons. Pour Joseph, Elizabeth lui appartient, c'est sa possession, et au moindre faux pas de sa part, il la frappe. En été 1981, les résultats du baccalauréat sont publiés et Elizabeth est admise. N'ayant pas l'intention de poursuivre de longues études, elle décroche un emploi de serveuse dans un restaurant. Le restaurant décide de l'envoyer suivre une formation de 2 mois en restauration et hôtellerie dans le sud d'Amstetten. Enfin, elle a l'opportunité de s'échapper de l'emprise de son père et de trouver un peu de liberté. Ces 2 mois sont les plus beaux de la vie d'Elizabeth. Elle se fait des amis sur place et commence à gagner en confiance en elle. Elle se confie même à ses amis au sujet des abus de son père et leur explique qu'elle ne souhaite pas retourner chez elle. Elle exprime son désir de fuir, mais elle n'a pas de plan, pas d'argent et aucune aide extérieure. Une fois le stage d'Elizabeth terminé, elle rentre chez elle et reprend son travail, mais le calvaire continue toujours à la maison. En janvier 1983, Elizabeth se confie à l'une de ses collègues de travail nommée Melissa, âgée de 17 ans, qui travaille également dans le même restaurant. Elizabeth partage avec elle les abus dont elle est victime de la part de son père. Étant déjà financièrement indépendante après avoir travaillé pendant 1 an et demi, Elizabeth a pu mettre de l'argent de côté. C'est alors que Melissa lui propose de fuguer ensemble vers Vienne pour commencer une nouvelle vie, et Elizabeth accepte cette proposition. Les 2 amies se rendent donc à Vienne où elles parviennent rapidement à trouver un petit appartement à louer et un nouveau travail dans un restaurant en tant que serveuse. Pendant ce temps, Joseph, le père d'Elizabeth, découvre la fugue de sa fille et se rend directement à la police pour signaler sa disparition. Les autorités entreprennent alors une enquête et grâce aux informations fournies par certains collègues d'Elizabeth, elles parviennent à découvrir qu'elle s'est effectivement enfuie à Vienne. Après 3 semaines passées à Vienne, Elizabeth et Melissa s'amusent et fréquentent régulièrement les boîtes de nuit. Cependant, lors d'une descente de police lors d'une soirée à laquelle elles assistent, suite à un signalement de tapage nocturne émanant d'un voisin, Elizabeth révèle sa véritable identité aux policiers. Ces derniers établissent immédiatement le lien avec la fugue signalée par son père, d'autant plus qu'Elizabeth était mineure à l'époque, ayant seulement 17 ans. Par conséquent, les policiers la ramènent chez Joseph, son père. Cette fugue servira plus tard à Joseph pour mettre en place son plan. En 1984, 1 an après sa fugue, Elizabeth envisage d'aménager avec sa sœur aînée, Ulrich Fritz. À présent âgée de 18 ans et étant majeure, elle commence à gagner progressivement en liberté et à se détacher de l'autorité perverse de son père. Elle sort fréquemment, se fait des amis et continue de travailler dans le domaine de la restauration. Elle a même trouvé un petit ami. Cependant, cette situation commence à déplaire à son père qui voit sa fille lui échapper. À ce moment-là, il réalise qu'il doit trouver une solution pour empêcher Elizabeth de quitter le domicile familial. Alors que personne n'est à la maison, Joseph se retrouve seul avec Elizabeth, créant ainsi l'occasion parfaite pour mettre son plan à exécution. Le 28 août 1984, vers 9 h, pendant que Elizabeth se prépare pour se rendre au travail, Joseph l'approche et lui demande de l'aider à déplacer un objet lourd dans la cave. Sans se méfier, Elizabeth accepte de suivre son père. Une fois dans le sous-sol, elle découvre que Joseph déverrouille et ouvre une porte massive et renforcée.
Elisabeth est totalement surprise, car elle ignorait l'existence d'un tel sous-sol aménagé et protégé par une telle porte dans leur maison. Devant elle se trouve un long couloir qui semble mener à plusieurs pièces. Avant même qu'elle ait pu parler, Joseph la drogue en lui plaçant un chiffon imbibé d'éther sur le visage, elle perd connaissance, marquant ainsi le début de sa séquestration. Le bunker possède plusieurs portes, dont une dissimulée derrière un imposant meuble. Cette porte est équipée d'un système de verrouillage à code dont seul Joseph connaît la combinaison. Le système de verrouillage se trouve à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du bunker, ce qui empêche toute entrée ou sortie. L'atmosphère du sous-sol est étouffante, avec une faible luminosité provenant de lampes à peine visibles. Les murs sont faits de béton et sont nus, sans aucun signe de vie ou de confort. Les pièces du bunker sont petites et exiguës, offrant un espace minimal pour se déplacer. Les fenêtres sont rares, voire inexistantes, laissant les occupants dans l'obscurité la plupart du temps. Les conditions de vie sont précaires, avec un mobilier basique et des équipements essentiels, tels qu'un lit rudimentaire et une petite salle de bain et même un petit four pour brûler les déchets et les futurs enfants morts-nés d'Elisabeth. Le bunker est branché sur le compteur électrique de la maison, l'eau courante y arrive sans problème. L'ensemble du bunker est soigneusement isolé du monde extérieur, empêchant tout accès ou communication avec l'extérieur. C'était un endroit clos et oppressant, conçu pour contrôler et priver Elisabeth de sa liberté. C'est dans ce lieu oppressant qu'elle va passer les prochaines 24 années de sa vie, coupée du monde extérieur et sous le contrôle total de Joseph Fritz. Après avoir été inconsciente pendant plusieurs heures, Elisabeth se réveille avec difficulté, sans vraiment comprendre ce qui lui arrive. Son père lui a déjà fait vivre de nombreuses horreurs depuis son enfance, mais il ne l'avait jamais fait perdre connaissance pour l'enfermer quelque part. À présent, elle tente désespérément de se sauver en criant le nom de sa mère et en demandant de l'aide, mais personne ne l'entend. Le bunker où elle est retenue est totalement isolé et insonorisé, les murs ne laissent aucun bruit filtré. Même les personnes vivant juste au-dessus du bunker affirment n'avoir jamais rien entendu, pas le moindre son. Le soir venu, Joseph pénètre dans le bunker et annonce à sa fille qu'elle lui appartient désormais et qu'elle ne reverra jamais la lumière du jour. Pendant ce temps, à l'étage, la vie suit son cours. Rosemary, la mère d'Elisabeth, s'inquiète de plus en plus de l'absence prolongée de sa fille, mais pour l'instant, personne n'a signalé sa disparition. Rosemary appelle le restaurant où Elisabeth travaille, mais on lui dit qu'elle n'est pas venue ce jour-là. De retour du bunker, Joseph remarque l'inquiétude de sa femme face à la disparition de leur fille. Il tente de la rassurer en lui disant qu'Elisabeth a probablement de nouveau fugué avec des amis pour faire la fête et qu'elle pourrait appeler bientôt. Le lendemain, constatant qu'Elisabeth n'est toujours pas rentrée, Joseph et Rosemary se rendent au commissariat pour signaler sa disparition. Cependant, les enquêteurs ne semblent pas s'investir beaucoup, car Elisabeth a déjà fugué lorsqu'elle était mineure et a été retrouvée à 1 heure de là lors d'une soirée clandestine. À moins qu'elle n'envoie un SOS à ses parents, personne ne prendra d'initiative, car il n'y a aucune preuve que Elisabeth soit en danger. Dévasté et attendant désespérément un appel de sa fille, Joseph accompagne Rosemary dans les gares, les refuges pour sans-abri et les bars du coin pour chercher Elisabeth. Il tente également de contacter les rares amis qu'elle avait, mais personne ne sait où la jeune femme a pu passer. Selon ses collègues de travail, la dernière chose qu'elle leur a dite est qu'elle était impatiente de vivre avec sa sœur. Pendant que Rosemary pleure toutes les larmes de son corps, dans l'attente d'un signe de vie de sa fille, Joseph informe sa femme qu'il descend dans la cave pour bricoler, alors qu'en réalité, il se dirige vers le bunker pour assouvir ses désirs sexuels avec sa propre fille. Il est important de noter que toute la famille Fritz était au courant de l'existence de la cave dans la maison, mais personne ne se doutait qu'elle cachait un bunker et d'ailleurs, depuis toujours, Joseph interdisait à sa famille de se rendre dans la cave. Joseph rend régulièrement visite à Elisabeth pour lui donner de la nourriture, mais en échange, il satisfait ses pulsions les plus perverses. Lorsqu'Elisabeth tente de résister, il la frappe, la plongeant dans une détresse psychologique inimaginable. Elle témoignera plus tard qu'elle a cessé de se battre après 10 jours de captivité. 1 mois après la disparition d'Elisabeth, Joseph contraint Elisabeth à rédiger une lettre dans laquelle elle prétend s'être enfuie pour rejoindre une secte qui promet bonheur et sérénité, et demande à sa famille de cesser de la chercher. Joseph, rusé, poste cette lettre à 160 km d'Amstetten pour donner l'impression que c'est crédible. Lorsque Rosemary reçoit cette lettre, elle est soulagée d'apprendre que sa fille va bien. Ensuite,
Joseph présente cette lettre aux autorités en leur assurant qu'ils ne doivent plus s'inquiéter pour sa fille, car elle a simplement rejoint une secte et reviendra quand elle sera prête. Les autorités y croient, bien qu'ils aient ouvert un dossier pour la disparition d'Elisabeth. En voyant cette lettre, ils décident de clore l'affaire. Joseph prend également soin de montrer cette lettre à ses voisins, en leur expliquant que s'ils ne voient plus Elisabeth, c'est tout à fait normal, car elle a décidé de rejoindre une secte et mène maintenant une vie heureuse. En tant que père, il accepte son choix. La plupart des gens ont cru cette histoire, à l'exception du petit ami d'Elisabeth et de quelques personnes faisant partie du groupe d'amis d'Elisabeth. Selon eux, elle n'aurait jamais rejoint une secte sans leur en parler au préalable, mais à l'époque, ils étaient impuissants et même l'ami avec qui elle avait fugué la première fois à Vienne n'a pu rien faire. Elisabeth se retrouve seule dans le bunker. Souvent, lorsque Joseph finit d'assouvir ses pulsions sexuelles, ils passent de longues heures à discuter ensemble. Au cours de ces discussions, Joseph partage avec Elisabeth certains aspects difficiles de son enfance. Il raconte qu'il n'était pas aimé par ses parents. Son père, qu'il décrit comme un ouvrier insignifiant, effacé et soumis, et sa mère, une femme sévère et tyrannique. 4 ans après la naissance de Joseph, sa mère a chassé son père de la maison. Joseph rapporte que sa mère le détestait et lui répétait sans cesse que sa survie était uniquement pour prouver qu'elle n'était pas stérile, en raison de la pression sociale qu'elle subissait à l'époque. Pendant son enfance, Joseph était souvent privé de nourriture et subissait des violences physiques de la part de sa mère. Elle lui interdisait de jouer avec d'autres enfants de son âge, à l'exception des dimanches où il l'accompagnait à l'église. Malgré les horreurs que sa mère lui infligeait, notamment lorsqu'il commettait des erreurs ou que le sol n'était pas correctement nettoyé, Joseph considérait sa mère comme une femme psychologiquement forte. Il la décrivait comme une femme parfaite et développait même des sentiments pervers à son égard. Il se cachait derrière la porte pour observer sa mère prendre sa douche, bien qu'il ne se soit jamais rien passé entre eux. Pour échapper à ce contexte familial extrêmement violent, Joseph trouvait refuge dans la lecture et l'école. Il confie que l'école lui permettait de gérer ses pulsions sexuelles qui le tourmentaient depuis l'adolescence, mais il admet avoir agressé sexuellement plusieurs jeunes filles pendant cette période, car il lui arrivait parfois de ne pas pouvoir maîtriser ses pulsions et de ne pas comprendre pleinement la gravité et les conséquences de ses actes. Entre 1984 et 2002, Elisabeth a donné naissance à un total de 7 enfants. Joseph est le père biologique de ces enfants, dont l'un, prénommé Michael, est décédé peu après sa naissance. Joseph a brûlé le corps de Michael dans le four. Certains des enfants d'Elisabeth ont vécu avec elle dans le bunker, tandis que d'autres ont été emmenés à l'étage par Joseph pour vivre avec Rosemary. En août 1988, Elisabeth a accouché d'une petite fille qu'elle a nommée Kerstin. Elle est restée dans le bunker avec Elisabeth. 2 ans plus tard, Stephen est né et a également été élevé par sa mère dans le bunker. Ensuite est née Luisa que Joseph a déposée devant la porte de la maison familiale. Tout comme avec Lisa, Joseph a également déposé devant la porte 2 autres enfants d'Elisabeth, Alexander et Monica, qui sont nés après Lisa. À chaque fois, il a obligé Elisabeth à écrire une soi-disant lettre demandant à ses parents, Joseph et Rosemary, de s'occuper de ses enfants au motif que sa prétendue secte n'accepte pas les nouveau-nés. C'est ainsi que Joseph a réussi à faire croire à sa femme et à tout le monde que Lisa, Alexander et Monica avaient été déposés par Elisabeth devant la maison de ses parents. Joseph était si rusé que personne ne l'a jamais vu déposer ses enfants. Il s'assurait de le faire la nuit, et le matin, on trouvait les enfants devant la porte accompagnés d'une lettre d'Elisabeth. En 2002, le dernier enfant d'Elisabeth, Félix, est né et est resté dans le bunker avec sa mère. En résumé, Kerstin, Stephen et Félix ont été élevés par Elisabeth et n'ont jamais quitté le bunker depuis leur naissance. Elisabeth a fait de son mieux pour prendre soin d'eux et les élever du mieux qu'elle pouvait. Elle leur a appris à lire et à écrire. Joseph, de son côté, leur achetait des livres sur demande d'Elisabeth. Il leur a également acheté une télévision pour qu'ils puissent se tenir informés des actualités du monde extérieur. Quant à Lisa, Alexander et Monica, ils ont été élevés par leurs grands-parents, c'est-à-dire Joseph et Rosemary. Ils ont eu la chance d'aller à l'école, de voir le monde extérieur et de jouir de plus de liberté que les 3 autres enfants d'Elisabeth qui ont passé toute leur vie dans le bunker. Joseph prenait souvent des vacances pour se rendre à l'étranger. Avant de partir en vacances,
il avait l'habitude de s'assurer que les réfrigérateurs et les congélateurs qu'il avait installés dans le bunker étaient bien approvisionnés en provisions pour Elisabeth et ses enfants pendant son absence. Lorsqu'il faisait ses courses, il prenait soin de les effectuer dans des boutiques situées en dehors d'Amstetten. Il évitait ainsi de prendre le risque de rencontrer quelqu'un qu'il connaissait, ce qui aurait pu éveiller des soupçons en raison de la quantité d'achats inhabituels qu'il effectuait. À mesure que le temps passe, les enfants d'Elisabeth qui vivent avec elle dans le bunker grandissent et commencent à questionner Joseph sur leur situation isolée, n'ayant jamais vu le monde extérieur. Joseph leur explique que c'est pour les protéger des dangers du monde extérieur et qu'il est préférable qu'ils restent dans le bunker. Cependant, lorsque les enfants posent trop de questions, cela agace Joseph et il peut parfois aller jusqu'à les frapper. Lorsque Joseph se met en colère, il coupe l'électricité du bunker pendant plusieurs jours, plongeant ainsi Elisabeth et ses enfants dans l'obscurité. Joseph, étant autoritaire, tente constamment de montrer à Elisabeth et à ses enfants que leur survie dépend de lui. Le 19 avril 2008, à 7 h du matin, Joseph contacte les urgences pour signaler la grave maladie de Kerstin Fritz. Une ambulance est immédiatement envoyée au domicile des Fritz. Kerstin est transportée à l'hôpital inconsciente, avec des dents manquantes. Les médecins constatent rapidement son état critique et demandent à rencontrer sa mère pour obtenir des informations sur ce qui lui est arrivé. Vers 9 h du matin, soit quelques heures après l'admission de Kerstin à l'hôpital, Joseph se présente à l'établissement en se faisant passer pour le grand-père de Kerstin. Il explique aux médecins que la mère de Kerstin, Elisabeth, est membre d'une secte depuis plusieurs années. Joseph apporte un message de la part d'Elisabeth, demandant de l'aide pour Kerstin, précisant que celle-ci a peur des étrangers et n'a jamais mis les pieds dans un hôpital. Joseph mentionne également que c'est la 4e fois qu'Elisabeth abandonne ses enfants devant chez lui avec une lettre. Les médecins transmettent ces informations aux autorités, qui commencent à rechercher Elisabeth pour comprendre ce qui est réellement arrivé à Kerstin et établir un diagnostic. La police commence par interroger les écoles, consulter les registres d'état civil et vérifier la base de données de la sécurité sociale, mais aucune information sur Elisabeth n'est trouvée. Le 21 avril 2008, les médecins prennent la décision de mettre en place une nouvelle stratégie afin de retrouver Elisabeth. Ils optent pour un appel télévisé à son attention, et cette approche porte ses fruits. Docteur, pouvez-vous nous dire comment va votre patiente ce soir? L'état de notre patiente n'a pas changé. Elle va toujours très mal. Son pronostic vital est engagé. Elle est toujours en soins intensifs. Je souhaiterais vivement que sa mère entre en contact avec nous. Nous pouvons lui garantir l'anonymat pour arriver à faire un diagnostic. Depuis son bunker, Elisabeth aperçoit cet appel à la télévision et implore Joseph de la laisser se rendre au chevet de sa fille. Parallèlement, la police se rend chez les Fritz pour prélever des échantillons d'ADN sur toute la famille, y compris les 3 autres enfants d'Elisabeth élevés par Joseph et Rosemary. L'objectif de ces prélèvements est de déterminer le père des enfants d'Elisabeth. Joseph trouve constamment des excuses pour retarder le prélèvement de son propre ADN, dans le but d'éviter que la police ne l'obtienne. Le 26 avril 2008, Joseph accepte de laisser sortir Elisabeth à condition qu'elle ne dise rien à personne à propos de ce qu'il lui a fait, et Elisabeth accepte. Il la fait ensuite sortir du bunker comme convenu et l'emmène à l'étage de la maison. Joseph explique à sa femme, Rosemary, qu'après 24 ans, Elisabeth a quitté la secte en entendant l'appel des médecins à la télévision, l'incitant à se rendre au chevet de sa fille, dont l'état s'est encore aggravé. Elisabeth se rend à l'hôpital 2 fois. La première fois, le médecin traitant de sa fille est absent, et lorsqu'elle revient une 2e fois, la police l'attend à l'entrée de l'hôpital. Les policiers souhaitent d'abord comprendre où elle a été pendant tout ce temps, puis comment elle a pu laisser sa fille dans un tel état, mais Elisabeth refuse de répondre aux questions des enquêteurs. Après de nombreuses insistances de la part des enquêteurs, qui s'efforcent de la rassurer, Elisabeth finit par révéler la vérité aux enquêteurs tard dans la nuit du 26 avril. Elle déclare qu'elle ne s'est jamais enfuie pour rejoindre une secte, mais qu'elle a plutôt été séquestrée dans un bunker pendant 24 ans par son père, Joseph. Ce dernier lui a fait subir des sévices et elle a donné naissance à 7 enfants, dont l'un est décédé peu après sa naissance. Cependant, avant de faire ses aveux, Elisabeth exige de la police la promesse de la protéger contre son père.
Les autorités acceptent cette condition et lui garantissent que Joseph ne pourra plus entrer en contact avec elle et ses enfants. La police interpelle immédiatement Joseph, et une équipe est envoyée au domicile des Fritz. Les enquêteurs constatent par eux-mêmes que tout ce qu'Elisabeth a déclaré est la pure vérité. Lorsqu'ils descendent dans le bunker, ils découvrent Stéphane et Félix, les deux autres enfants d'Elisabeth, qui n'ont jamais vu la lumière du jour depuis leur naissance. Rosemary est choquée d'apprendre que sa propre fille, qu'elle croyait avoir rejoint une secte, vivait avec elle dans le bunker de la maison pendant 24 ans sans se douter de quoi que ce soit. Tous les enfants d'Elisabeth, y compris ceux élevés par Rosemary et Joseph, sont immédiatement pris en charge par les autorités. Joseph Fritz l'avoue les faits après son arrestation. Son procès final a lieu le 18 mars, et il est condamné à la réclusion à perpétuité, avec une possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. Après que Elisabeth ait raconté son histoire, elle et ses enfants ont bénéficié d'une totale anonymat. Une nouvelle identité leur a été donnée, et ils ont été placés dans un village dont la localisation est tenue secrète par les autorités. C'est ainsi que se termine cette histoire. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aimer cette vidéo pour m'encourager. Au revoir, et à la prochaine vidéo.